Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Bilal El Alami, qui est le CEO de Pirates Lab et aussi un multi-entrepreneur dans le secteur Web3. Comment ça va, Bilal? Salut les gars, honneur partagé. Écoute, ça va très très bien. Début janvier intense, petite grippe qui se couve, mais all good. Franchement all good. L'année 2023 était pas simple, mais on l'a plutôt bien fini. Et l'année 2024 a l'air beaucoup plus porteuse d'espoir. Donc on est sur le pont à se donner à fond pour pouvoir en profiter. Ok, trop bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Voilà, tu as un background incroyable dans l'écosystème Web3. On aura l'occasion d'en parler. Tu as fait énormément de choses. Tu as fondé beaucoup de choses et on a vraiment à cœur de pouvoir t'entendre parler. Et je sais que voilà, l'écosystème et les gens qui nous écoutent aussi, je pense que tu fais partie des monsieur Web3 de Ouais, ils m'ont l'écosystème. assez écouté l'écosystème. Essayons de parler à plus de gens encore. Exactement. Donc, continue à développer toute cette partie-là. Pour commencer, en tant que CEO de Pirates Lab, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours jusqu'à Pirates Lab? Alors, je sais qu'il est immense, mais voilà, peut-être un petit peu ton rôle dans Ouais, les l'écosystème grandes étapes, les Web3. grandes étapes, les grandes étapes. Exactement. Mon parcours, il a d'abord été étudiant un peu comme tout le monde. Déjà, j'ai eu la chance un peu d'avoir une jeunesse un peu internationale. Je suis né en France, mais j'ai grandi un peu en Algérie avec mes parents, un peu aux États-Unis avec mes grands-parents, un peu aux États-Unis avec mes parents. Et du coup, j'ai déjà baigné dans une enfance assez internationale. Et, euh, et globalement, j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu me dire qu'un jour, je crée ma boîte, j'essaierai de créer un service qui crée de la valeur aux gens et d'être reconnu pour ça, tu vois. Et, euh, mais avant de jumper dans l'entrepreneuriat, je suis un peu suivi le moule classique. Donc, j'ai été diplômé, moi en l'occurrence, en physique et en mathématiques. J'ai aussi fait une école de commerce. Après l'école de commerce, je suis un peu rentré dans le moule, comme je disais. J'ai bossé pour une boîte de conseil, j'ai bossé pour une banque, essayer de me chercher, de comprendre au-delà du métier que je voulais faire, qui était entrepreneur, mais plutôt les secteurs où j'avais une affinité. Et le conseil, ça te permet, tu vois, d'être en face plein de clients différents et donc de pouvoir découvrir différentes industries. Et la banque, c'est aussi très spécial et il y a pas mal de subdivisions dans la banque. Donc j'ai essayé un petit peu tout ça. Mais pendant mon expérience dans la banque, j'ai eu l'idée de monter ma première boîte EquiSafe en voyant à quel point les fonds, ou plutôt les back-office des fonds d'investissement de cette banque-là étaient mal gérés. Mal géré, j'entends que c'était vraiment très archaïque, avec des papiers, des coups de téléphone, des mails, des mecs qui se déplaçaient pour signer, etc. Et je me suis dit, bah tiens, c'est quand même important la finance, on va essayer de désengorger cette partie de l'investissement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter EquiSafe. L'idée assez naïve à la base, c'était d'utiliser la blockchain pour digitaliser des registres d'actionnaires, ce qui semble super intelligent puisque les registres d'actionnaires n'étaient pas digitalisés. Et puis il y avait une nouvelle loi qui s'appelait la loi DIP, dispositif d'enregistrement électronique partagé, qui permettait d'offrir cette opportunité business de digitaliser des titres financiers. Mais en fait, ça, c'est plutôt comment dire, un retour d'expérience entrepreneuriale. En fait, ta première idée, c'est jamais celle qui te fait vraiment gagner de l'argent. On s'est rendu compte que juste digitaliser des titres, ça apportait pas autant de valeur en soi, qu'en fait, ça s'inscrivait dans un process plus long, transactionnel, entre un vendeur, un acheteur, le vendeur à départ, qui sont valorisés avec un historique, etc. Et du coup, on a construit tout le logiciel pour pouvoir gérer tout ce processus transactionnel. Et c'est ce qui a donné EquiSafe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ce qu'on appelle un product market fit, c'est-à-dire qu'on savait quoi dire, à qui le dire pour le closer. Et c'était pas juste lui dire on va digitaliser tes titres. C'était lui dire en fait, on a un outil logiciel qui s'occupe de toute la partie administrative et réglementaire de ton fonds d'investissement. Et en fait, c'est comme ça que les gens ont compris ce qu'on faisait. Et donc, tu vois, il y avait pas de blockchain dans mon discours, même si dans le logiciel, il y en avait. Il ne s'agissait pas juste
dématérialiser des titres, il s'agit de gérer la vente, la mise en vente, la transaction, la récupération des valeurs comptables pour valoriser le truc, etc., etc. Gérer la signature du document, etc. Et en fait, on a eu un product market fit une fois qu'on a réussi à faire toutes ces itérations, comme je disais, donc comprendre quel était vraiment notre unique selling point, notre proposition de valeur, comprendre quel était le bon business model à appliquer avec ce unique selling point. Et ça nous a pris quasiment 18 mois. Et puis après, il y a eu product market fit. Donc, comme je disais, c'est-à-dire qu'on savait quoi dire, à qui le dire pour avoir un client. Et une fois que tu sais ça, bah, si tu fais 30 calls, tu as 30 clients et tu as congestionné ton panier commercial pendant 3 mois. Et c'est là, en fait, où j'ai voulu participer un peu plus à l'écosystème. En fait, d'un côté, il y avait cet aspect EquiSafe qui était très financier et où je commençais un peu à moins prendre du plaisir. Il y avait ce côté product market fit qui était d'un point de vue entrepreneurial, bah, on va dire, on avait un peu hacké le truc. Il y avait le fait qu'il y avait plein de nouvelles techno, blockchain et le marché qui reprenait avec le DeFi Summer, les NFT qui arrivaient, etc. Et donc, il y avait énormément d'innovations auxquelles, bah, en fait, que je voyais juste passer parce que j'étais bloqué dans EquiSafe. Et à la conjonction de ces trois trucs, en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un startup studio qui est en fait une structure où on va bootstrapper des projets, lancer des projets, à la différence d'un accélérateur qui accueille les projets qui sont un peu déjà bootstrappés. Et, euh, et comme ça, on aura bah, un lieu physique pour l'écosystème, deux, une position centrale pour rester connecté à cet écosystème. Et puis trois, l'opportunité de participer dans plein de divers projets. Et c'était ça ce qui vraiment m'excitait en termes entrepreneurial. Et du coup, à l'aune de cette vision, je me suis dit, OK, vas-y, on va lancer Pirates. Donc j'ai lancé Pirates avec un ami d'enfance à moi qui était excellent en tech, qui avait fait un PhD avec quasiment l'équivalent d'un prix Nobel d'informatique, mais ça s'appelle le prix Turing. Et on s'est dit, bah tiens, lançons ce Startup Studio. Et en fait, en rencontrant Adrien Magdelaine, qui est l'un de mes cofondateurs de Dogami, bah, la première boîte qu'on a fait avec Pirates Lab, le Startup Studio, c'était Dogami. Et qu'à cela ne tienne, on a eu de la chance, ça a plutôt pas trop mal marché. Et du coup, bah, fort de cette réussite de Dogami, on est un peu sorti du bois de Pirates. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui me demandent est-ce que tu as créé Pirates après Dogami? En fait, non, ça a été créé avant Dogami. Juste, on n'avait pas la légitimité de se dire ouais, on va faire un startup studio. Mais avec la réussite de Dogami, on a pu se donner cette légitimité-là. Et Dogami, c'était un super rodéo parce que pendant 18 mois, on était vraiment dédié à Dogami. On a vraiment bootstrappé la boîte, c'est-à-dire monter la team de cofondateurs, monter la team tout court, construire le produit, lancer le produit. Et le lancement, c'est plutôt bien marché. Rendre l'équipe indépendante pour pouvoir après revenir sur Pirates et retravailler sur plein d'autres projets. Et voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. Évidemment, on a un peu géré en parallèle. J'avais recruté des gens chez Pirates comme Ouda, qui sont assez seniors, qui ont vraiment structuré le lieu physique, l'incubateur, les événements. Et puis au fur et à mesure qu'on rapatriait des gens de Pirates qui travaillaient pour Dogami dans Pirates, bah, ils ont commencé à travailler sur d'autres projets. Et puis on a commencé cette un peu parallélisation où bah, aujourd'hui, à date, on en a une trentaine de boîtes dans lesquelles on a investi, accompagné. Alors, on ne les a pas toutes lancées comme Dogami, dans le sens où on était investi à Donf au début, avec toute une équipe, etc. Parce qu'au sein de Pirates Lab, on a développé aussi un programme d'accélération où ben, on fait bénéficier des gens qui ne boosteraient pas leur projet avec nous, de notre réseau de partenaires, de notre expérience, des investisseurs qu'on a rencontrés à travers le chemin. Et voilà un peu les grandes étapes, EquiSafe, Pirates de Gami, aujourd'hui Pirates et l'écosystème Pirates avec les trentaines de boîtes. Alors, la mission numéro une de Pirates, c'est d'essayer de catalyser, pas d'essayer, de catalyser le développement de l'écosystème. Et donc ça passait par le lieu physique avec des programmes d'incubation pour que les gens soient fédérés, animés, se rencontrent. Ça passe par
la partie investissement où on réinvestit en fait tout l'argent qu'on a fait avec Dogami, avec d'autres projets, dans des nouveaux projets pour en créer toujours plus. Et ça passe notamment aussi par la création de la Blockchain Business School, qui est cette école dédiée à l'écosystème Web3, où bah, l'objectif était de standardiser un petit peu les formations, de les certifier, de certifier plus l'apprenant, pour qu'il y ait des réseaux d'alumni qui puissent se créer dans différentes boîtes, des gens qui se forment sur la partie Web3 pour prendre le lead chez un corpo, rejoindre une startup. Et c'était ça l'objectif de la Blockchain Business School, l'utiliser comme un vivier de talent pour trouver des entrepreneurs, un vivier de talent pour recruter des employés dans les boîtes de l'écosystème, mais aussi créer un réseau d'alumni pour avoir cette porosité entre ce réseau d'alumni de la BBS et les boîtes de l'écosystème pirate, pour des relations corpo, les relations avec le corporate venture du corpo, peut-être le mec peut se faire recruter, etc. Ou du moins des retours d'expérience. Je ne sais pas s'il y a un mec qui était chez je sais pas, Total, et qu'il y a un étudiant qui veut faire un truc sur les énergies, ben, peuvent aussi être mis en contact. C'est pas que pour pirates d'un point de vue, enfin, dans un mode pyramidal. Au contraire, c'est mutualiser le plus possible tout ce que chacun a appris ou a rencontré, ou qui a rencontré avec les autres membres de l'écosystème pirate. Et voilà. Ouais, ça reste une vision, très web 3 entre guillemets ou très collaborative où on crée une communauté pour la communauté, pas que pour «notre intérêt» entre guillemets et cette communauté elle s'entraide et elle grossit et elle devient de plus en plus, Tout à fait. Mais en impactante fait, et notre intérêt principal, c'est que la communauté, elle grossisse. Parce que nous, on investit, on récupère des parts de différentes boîtes, etc. Et donc, on veut que la communauté grossisse. Donc, si tu veux, c'est notre investissement long terme qui va nous profiter at some point. Alors que l'investissement court terme, bah oui, on se serait mis un peu de cash dans la poche, mais il n'y aurait pas eu d'écosystème, il n'y aurait pas eu de boîte. Euh, il n'y aurait pas eu ce truc qui fait que, bah, il y a un moment donné, il y a une émulsion qui peut tu vois, surexciter tout le monde. Donc voilà. C'est c'est vraiment intéressant parce que l'objectif, c'est comme l'a dit Lupo, c'est de vraiment de tout centraliser pour pouvoir faire un écosystème ultra complet. Et on voit que bah, ça prend gentiment avec tout ce que tu fais. Parlons un petit peu de Pirates Lab. Donc, juste avant, tu parlais bah, d'investissement, d'accompagnement, d'un peu une partie incubateur avec différents programmes. Euh, Commençons par exemple par les programmes. Si par exemple demain je suis une société et je veux me faire incuber par Pirates Lab, quel est le process? Est-ce que c'est tout simplement contacter Pirates Lab? À ce moment-là, j'ai le choix entre par exemple plusieurs programmes d'incubateurs. Et puis au niveau de l'investissement, c'est quoi? C'est plutôt du site précis, vous investissez vraiment tout au Alors, début. ouais, non, bonne question. C'est bien de remettre en place les terminologies. Bah, regarde, alors pour candidater, il y a plusieurs manières. Tu as la manière, évidemment, tu contactes en direct quelqu'un de Pirates, moi, Ouda, Alexandre Caraco, notre directeur d'investissement, whoever. Soit il te redirige vers Alexandre Caraco ou moi, soit tu es redirigé, on va dire, vers un process. Enfin, moi, en général, tu es redirigé vers Alexandre Caraco. Moi, bon, il y a un formulaire aussi en ligne. Et tu rentres dans un process en 3 étapes. Alors, nous, notre objectif, bon, déjà, on fait du venture, on monte des boîtes. C'est super risqué, on ne sait pas si ça va marcher, etc. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Du coup, une fois qu'on sait ça, ben, on se dit comment est-ce qu'on peut maximiser les chances de réussite de ces boîtes-là ou minimiser leurs chances de réussite. Donc, on a créé un process en 3 étapes pour essayer de déterminer si les personnes avaient les facteurs clés de succès ou en tant que founder ou en tant que boîte ou produit. Du coup, tu as la première phase du processus qui vise plutôt à essayer de comprendre ce qu'on appelle le founders market fit, c'est-à-dire à quel point les fondateurs sont légitimes à faire cette boîte-là. Si par exemple tu faisais, je sais pas, de l'immobilier, que tu veux monter une boîte d'assurance, bah, c'est pas vraiment très connecté, tu n'as pas vraiment de légitimité. Si tu as fait 15 ans d'IMO et que tu viens lancer une PropTech, bah là, tu as un founders market fit. Donc ça, c'est la première phase et c'est ce qu'on essaye de déterminer.
parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'avoir une bonne idée, il s'agit d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres. Donc, si tu as fait 15 ans d'immobilier et que tu lances une boîte d'IMO, bah, tu connais tout le monde dans l'IMO, tu connais tout le jargon, tu connais tous les process métiers, etc. La deuxième phase, une fois que tu atteins un score minimum, tu peux passer à la deuxième phase. Et la deuxième phase, on va plutôt pas tester les fondateurs, mais on va dire le marché adressable du produit, de ce qu'ils ont envie de faire. Comme je vous disais, on sait toujours, il n'y a qu'une vérité, c'est que ta première idée, c'est pas celle qui va te donner de l'argent. Donc on essaye de dériver un petit peu cette première idée, de dire, OK, c'est quoi le marché dans lequel on se situe? Et est-ce que ce marché, il est intéressant? Est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant dedans? Est-ce qu'il y a des synergies possibles avec d'autres boîtes de l'écosystème dans ce marché-là? Ça, c'est aussi très clé. En général, on n'accompagne pas une boîte si elle ne peut pas bosser avec au moins 2 boîtes du portefeuille from day one ou à moyen court terme. Et ensuite, une fois que tu atteins un score minimum là-dessus, bah, tu passes dans la troisième phase, où là, elle est beaucoup plus longue. Le premier, c'est un formulaire et puis on fait notre étude en interne. Le deuxième, c'est un call de 2 heures où on challenge bien et on essaie de bien comprendre et de s'approprier le projet. Le troisième, c'est plus 2 semaines, 3 semaines de collaboration. En fait, là, il faut que donc tu vois, je te disais, on veut minimiser les risques d'échec ou maximiser les risques de succès en comprenant l'unfair advantage, l'avantage compétitif des fondateurs ou le marché. Et en fait, il y a le troisième truc, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un fit pour bosser avec les fondateurs? Parce qu'on va passer du temps avec eux. Encore une fois, c'est du venture, c'est très jeune comme structure. Et donc, bah, on va beaucoup travailler ensemble, on va beaucoup échanger. Et là, ce qu'on juge, c'est 2-3 trucs du genre l'assiduité. Tu vois, on fait sur les 2-3 semaines différents points d'étape, call, et j'aime bien voir que les mecs, ils arrivent avec les notes résumées de la session précédente, avec un truc carré où ils t'exécutent tout ce qu'ils devaient faire, qu'ils prennent bien des notes, qu'ils aient la culture du feedback. Parce que des fois, tu sais, tu t'enflammes et en fait, le meilleur moyen de te faire redescendre sur Terre, c'est de se dire, mec, redescends sur Terre, là, c'est totalement hors sujet. Et à ce moment-là, il ne faut pas que tu dises, non, 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 mais mec, on va le faire, on va le faire. Tu vois, il faut que tu dises, ouais, en effet, c'est peut-être hors sujet, vas-y, on dépriorise, on se focus sur ce qui est important. Et donc, si tu es capable de me répondre comme ça, tu as une assez bonne culture du feedback. Sinon, c'est que tu vois, tu es très entêté, tu vas en faire qu'à ta tête, et en fait, tout le temps que je vais passer avec toi, c'est une perte de temps pour moi parce que tu vas pas m'écouter, en fait. Je dis pas qu'il faut que tout le temps tu m'écoutes, mais si tu en fais qu'à ta tête, tu vois, c'est plus une collaboration. Donc, et c'est important parce qu'on va bosser avec eux dans le temps. Comme c'est du venture, bah, on a probablement vocation à être actionnaire 4 à 7 ans. Donc, on va être sûr qu'on s'entende avec les mecs. Et donc, pour ça, on a 10 templates de BP, de treasury management, de tokenomics, de game design, si c'est un game design, de marketing plan, de roadmap, de tout ce que tu veux. Et en fait, on leur dit, OK, maintenant, bah, remplis tous ces 10 templates avec ton projet. Et du coup, bah, là, on voit tout de suite si les mecs sont hands-on à manipuler des Excel, à pondre des slides, ou à tourner en rond et à te raconter des excuses, quoi. Donc, et donc, on les pousse aussi vraiment. Là, c'est la phase où je suis le plus pas cassant, parce que tu vois, j'essaie d'être bienveillant, mais où je suis le plus direct, où j'essaie vraiment de les pousser dans leur retranchement, où je leur dis, OK, bah, vous allez me faire ça pour demain soir, envoyez-le-moi demain soir. Et du coup, j'essaie de vraiment les pousser pour voir si les mecs pètent un câble, s'ils sont résilients, s'ils ont la culture de feedback, s'ils travaillent vite, etc., etc. Et donc voilà, à la fin de ces 3 étapes, bah, globalement, on te fait un deal en fonction de ce qu'on pense pouvoir t'apporter, ce que tu apportes à l'écosystème. Et voilà. Et donc le deal, il y a 3 catégories de deal. Il y a la catégorie de deal studio. Si là, c'est nous qui avons l'idée, qui te recrutons, ou que tu arrives avec une idée et qu'on te la structure pour toi, bah là, je considère que tu vois, on est cofondateur. Donc là, on prend en moyenne 15% d'equity, on met 250 000 euros, 300 000 euros, on s'indique d'autres business angels avec nous pour avoir plus de cash, on les aide la boîte à être créée, à lever des fonds, à récupérer de l'argent des subventions de la BPI, etc. Et ça nous donne, on va dire, un budget de 500 000 euros pour commencer à bootstrapper le truc. Donc là, c'est les boîtes comme Dogami, les boîtes comme Interstellar, les boîtes comme Secured, etc.
Ensuite, tu as la deuxième phase qui est l'accélérateur. L'accélérateur, on a entre 2 et 7% d'equity en fonction de la maturité des fondateurs, de la boîte, du produit. Et on met un petit ticket de 50, 100 000 euros, ça dépend. Et donc là, tu es dans le mode accélérateur. Donc, tu arrives avec une boîte plutôt déjà avancée, tu as ton cofondateur, peut-être 1 ou 2 employés, mais tu as besoin d'accélérer sur ton développement tech, ta structuration, de l'aide sur ta levée de fonds, etc. Et ensuite, tu as la troisième verticale, qui est un peu un outlier dans le sens où c'est le studio, sauf qu'au lieu d'aller chercher des investisseurs VC, on va chercher des investisseurs corpo. Donc, on fait une joint venture avec un corpo. Et donc, là, soit le mec arrive avec un use case vraiment très jeune et on lui dit, tiens, en fait, on a parlé avec ce corpo, il veut le faire. Donc, viens, on fait entre toi, moi et le corpo. Donc, une sorte de tripartite. Donc, tu vois, là, c'est vraiment comment est-ce qu'on mutualise les connaissances, l'information qu'on recueille dans le marché, dans l'écosystème pour maximiser les chances de réussite d'un projet. Genre, il y a un mec qui vient avec un projet d'assurance et j'ai entendu un assureur qui voulait faire ça. J'essaie de les connecter parce que c'est une énorme chance pour le fondateur d'avoir l'assureur avec lui et c'est une énorme chance pour l'assureur d'avoir un fondateur qui est prêt à se dédier au projet. Et donc, du coup, ça, on le rentre dans la partie corporate studio parce que c'est une boîte qui va être financée par le corporate. Et donc, voilà un petit peu les 3 programmes. Et voilà, comme je disais, ça dépend de si tu arrives avec une boîte ou la maturité de ta boîte. Ça dépend de la maturité des founders. Si c'est genre votre deuxième boîte et que vous avez vendu la première, on est moins légitime à vous prendre beaucoup d'equity. Si vous n'avez jamais créé de boîte, que c'est votre première boîte, on sera plus légitime à prendre plus d'equity parce qu'on prend plus de risques, on va passer plus de temps avec vous. Et voilà, donc maturité des fondateurs, maturité du produit, maturité de la boîte. Et en fonction, on vous dit dans quel programme vous fitez le mieux. Et on essaye de négocier un deal. Après, tu pouvais demander à toutes les boîtes de pirates, on n'est pas du tout greedy. Il y en a même plusieurs qui disent putain, vous n'avez pas assez d'equity pour toute la valeur que vous nous avez apportée. Donc ça, c'est bon, c'est plutôt positif. Et voilà. Ok, on va dire que c'est ultra précis, parce que là, au moins, toutes les personnes qui veulent envoyer leur dossier à Pirates Lab, au moins, vous êtes au courant de ce qu'il faut faire. Je pense que Bilal a précisé tout ce qui est nécessaire, et on voit que voilà, il y a du contenu, de la qualité, du suivi. Comme tu l'as dit, voilà, vous n'abusez pas au niveau de, même si vous êtes dans le vin, vous n'abusez pas. Au maximum, on parlait de 15%, ce qui est vraiment pas grand-chose. Effectivement, vous pourriez être beaucoup plus gourmand avec la valeur que vous apportez. Donc c'est top. Et là, vous êtes lancé depuis maintenant 2 ans et demi, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Un peu plus de 2 ans. Ouais. Ça se passe super bien. On a 30 boîtes dans l'écosystème. Elles ont généré plus de 45 millions de CA en cumulé. Elles ont levé plus de 60 millions de CA en cumulé. Elles emploient plus de 250 personnes dans l'écosystème. Donc ouais, ça commence à être cool. Là, sur les 7 derniers mois, il y a une boîte de pirates qui a levé par mois. Donc tout le travail de fond qui a été fait pendant le bear market commence à porter ses fruits et du coup, c'est très positif. Donc voilà, il y a une boîte qui est morte sur 30-31 qu'on avait testé et qu'on a décidé d'arrêter. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Parce qu'on sait que c'est tellement risqué, surtout que l'accompagnement que tu fais, il démarre tout au début. Donc à l'endroit où c'est le plus risqué. Alors effectivement, il y a toute la partie analyse que tu as expliquée, mais le risque, il reste encore présent. Et quand tu en as une sur 30 qui plante ou qui ne va pas jusqu'au bout, qui ralentit et que vous vous séparez, c'est vraiment pas beaucoup. Donc bravo pour ça. On voit que le travail qui est mis en place par toi et les équipes, il est bien fait. En parlant des équipes, vous êtes combien au sein de Pirates Lab à accompagner tout le monde, à mettre en place tout ce que vous faites? Alors, dans Pirates, on est 16-17. On va dire qu'il y a un bon 2 tiers de gens plutôt techniques et un bon tiers de gens plutôt opérationnels, stratégiques, finance. Donc, globalement, pour résumer, on rend 5 services à nos boîtes. On rend un service de tech où on les aide à développer leurs produits. Et c'est un peu comme ça que j'agissais en tant que CTO de Dogami et d'autres boîtes. Il y a ce que j'appelle la partie CFO as a service. Donc, c'est toute la partie HR, legal, finance, qui sont souvent très administratives, très répétitives, loin en général du skills du fondateur. Donc,
on s'en occupe pour que les fondateurs puissent se focus sur créer de la valeur. Il y a la partie marketing où on a Payao qui est une machine de guerre et qui aide les boîtes à structurer leur stratégie marketing, prendre contact avec certains partenaires, etc. On a la partie, alors j'en oublie une, ouais, levée de fonds. Donc on aide les boîtes à lever des fonds au fur et à mesure que des boîtes de pirates lèvent des fonds et du coup ça nous permet de récupérer des nouveaux invests, de les rediriger, etc. Et enfin, là c'est plus un rôle un peu secondaire entre guillemets vu qu'il est très qualitatif et pas quantitatif, mais c'est la partie stratégique où tu vois, je passe beaucoup de temps avec les founders sur des calls, des fois à 1h du matin, des fois à 9h du matin, pour toujours leur apporter un peu mon opinion sur des blocages, des négos, des décisions de priorisation business, whatever. Ok, ouais, donc tu es beaucoup là aussi pour les booster, les remotiver, effectivement, leur apporter de la valeur avec tes connaissances et ce que tu sais faire. Waouh, c'est assez impressionnant, hein, vraiment. Félicitations pour tout ça. Quels sont actuellement les plus gros obstacles que tu rencontres dans l'écosystème Web3, toi qui es dedans? Est-ce qu'il y a un gros obstacle? Est-ce que c'est tout simplement le fait de, voilà, comme on l'a dit juste avant, peut-être le public qui est encore un petit peu pas assez présent? Est-ce qu'il y a d'autres obstacles, par exemple, que tu rencontres? Ou t'en as aucun? Non, mais en fait, il y a plein d'obstacles, mais dans toutes les industries, il y a des obstacles. Il faut pas s'arrêter là. Les obstacles, bah, il y a un peu une épée Damoclès réglementaire qui traîne au-dessus de tout le monde, même si moi je suis d'avis de dire, tu vois, l'Europe, c'est pas les États-Unis et l'AMF, ils n'ont pas le budget pour attaquer tout le monde, donc il faut plutôt être dans une approche expérimentale, mais transparente, que d'être dans une approche de crispation jusqu'à avoir absolument toutes les autorisations. En fait, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu vas voir des organes gouvernementales, bah, elles-mêmes, elles comprennent, elles n'ont pas ta compréhension. Elles sont en train de s'éduquer en te recevant, en fait. Donc, si toi, tu fais rien pour apprendre et que eux, ils sont pas à ton niveau, bah forcément, vous pouvez pas vous comprendre. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'itérer en toute transparence pour que vous appreniez et que vous partagez le savoir avec le régulateur pour que lui puisse vous dire exactement, OK, là c'est peut-être un peu border, là c'est peut-être mieux, focus-toi là-dessus. Et le régulateur, voilà, je sais pas, on les appelle les gendarmes financiers, mais c'est pas des mecs qui vont vous soulever, qui vont vous mettre en garde à vue. C'est plutôt des mecs qui vont essayer de comprendre et s'il y a vraiment un problème, ils vont vous envoyer un courrier. Et si tu te fous de leur gueule en répondant pas au courrier, ouais, là, ils te soulèvent. Donc voilà. Donc on parle souvent de l'aspect réglementaire, mais à nuancer. Les médias sont de plus en plus mainstream et du coup, bah, il y a moins cette. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Pirates Lab, tu vois, c'est de dire, bah, en fait, Pirates, c'est pas que un truc Web3, c'est peut-être même un truc généraliste tech. Et comme ça, on fait rentrer des mecs qui sont intéressés par de l'IA, de la bioinformatique, et puis du coup, ça mutualise les gens. Ils vont dire, ah bah tiens, je connaissais pas ce que c'est de la blockchain, le mec inversement. Et du coup, il faut créer plus de porosité entre les différentes industries. Et voilà, plus on va mêler Web3 et IA, plus l'IA qui est un peu crédible va crédibiliser le Web3, si tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée à la base, de Pirate Lab, c'était Web3, mais maintenant tu préfères un peu te généraliser, en partant un peu sur de l'IA pour pouvoir justement mélanger un peu toutes les idées, toutes les connaissances de tout le monde, trouver des synergies entre chaque secteur d'activité pour pouvoir faire une émulsion complète de tous les Ouais, exactement. Parce que, in the end, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas des ayatollahs du Web3. On est des mecs qui ont une forte fibre entrepreneuriale, qui adorent la tech et qui ont l'ambition d'essayer de faire la différence. Donc, on s'est approprié une techno qui était très jeune parce qu'on s'est dit, bah, c'est là où il y a l'opportunité de faire la différence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et en fait, si tu reprends ce dénominateur commun, bah, en fait, on a envie de continuer avec toutes les nouvelles trends technologiques, de bioinformatique, de Gen AI, de quantique demain.
et on n'a pas envie de s'arrêter. Moi, à la base, je suis physicien, donc ça m'excite tout le temps la physique quantique et les ordinateurs quantiques que l'intelligence artificielle, qui sont des maths, que le Web3, où il y a aussi une forte composante mathématique. Et puis, si on repart sur au-delà de l'appétence technologique, l'appétence philosophique de notre génération, oui, elle fit avec le Web3 parce qu'elle prenait plus de transparence, plus de collaboration. Euh, mais, euh, mais on peut aussi s'approprier ces nouvelles technologies pour apporter plus de transparence, plus de collaboration, parce que l'intelligence artificielle, ça va permettre d'itérer beaucoup plus vite et d'apporter plus d'efficience opérationnelle, et donc c'est bien pour tout le monde. Et pareil pour les ordinateurs quantiques, ça va permettre de faire des calculs beaucoup plus vite, et donc du coup de nous donner en IA et en Web3 ce qu'on attend beaucoup plus vite. Donc tu vois, c'est des cercles vertueux qui se complètent, qui sont vertueux. Donc c'est ça notre dénominateur commun. Ok, d'accord, ultra clair. Pour les gens qui travaillent dans le Web3, souvent ils commencent par le monde de la crypto-monnaie. On dirait que c'est pas du tout ce que tu fais, c'est pas forcément là où tu as ton plus gros focus. Dans le Web3, tu as commencé par EquiSafe. Félicitations d'ailleurs, EquiSafe a été à l'époque la première société à tokeniser de l'immobilier en Europe, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec le projet ANA. Yeah, exactement. Félicitations pour ça. Et donc, du coup, en gros, tu as sauté dans le Web3 et dans la blockchain en commençant par la tokenisation de produits et pas forcément par la crypto-monnaie. Mais c'est vraiment un cursus qui est un petit peu différent de ce que font les gens en général. Ouais, encore une fois, tu vois, j'ai voulu mêler mon background un peu financier aux besoins que j'ai notés dans la manière dont ils géraient les fonds d'investissement et d'en faire un produit pour essayer de répondre à ce truc-là, à cette problématique-là, avec le plus d'arguments possible, et la blockchain en faisait partie. Euh, donc, euh, Donc voilà, en fait, je me voyais pas commencer autrement, parce que déjà, il y avait pas encore de DeFi. En fait, c'était soit tu étais un custodian, un wallet, soit tu étais un broker, soit tu étais une boîte de trading. Et en fait, j'ai voulu aller un peu plus loin et dire, au-delà de ça, quelle vraie application B2B a la blockchain? Et du coup, j'ai repris les registres. En fait, c'est un peu la même chose que en 2026, il y a une réglementation européenne qui va forcer la plupart des marques à avoir des passeports digitaux, des marques de luxe, pour qu'on sache que ton sac Hermès, c'est un cuir de tel pays qui a été travaillé par telle personne, avec tel méthodo, etc. Mais voilà, en fait, ce use case des digital passport products ou des passeports digitaux, quand quand tu tokenises une action, tu as un peu le passeport digital de l'action. Donc ce use case, tu peux le dériver à toutes les industries, fashion, luxe, financière, médicale avec les carnets de santé, et j'en passe. Du coup, comme on l'utilise aussi, par exemple, avec Intercellar dans le vin et les spiritueux, on l'utilise dans Billy pour le ticketing. Donc, revenir à la proposition de valeur principale de la blockchain qui est apporter de la traçabilité. Donc, du coup, où est-ce qu'il y a besoin de traçabilité? Et on a fait ça à la requête Internet. On a dit, OK, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. OK, on va le faire. Et voilà, il y a encore plein d'industries. Là, on travaille sur plutôt l'art, mais l'art physique, tu vois, pas juste des NFT. Et on va essayer de créer des passeports digitaux d'œuvres d'art et ainsi de suite. Donc voilà, toujours revenir à ce qui a du sens, ce qui peut apporter au prochain, et essayer de mettre en place des business models scalables, parce que quand tu es un trader, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'as pas de prédictabilité. Donc, c'est pas vraiment scalable sereinement. Alors qu'un business model de SaaS, B2B, où tu as un abonnement, où tu sais en fonction de ton nombre d'utilisateurs comment ça va monter, c'est beaucoup plus prédictible. Et donc, on essaie vraiment tu vois, de créer des boîtes sustainable et pas juste faire du trading ou de la finance de marché. Ouais, ou de surfer sur de la hype et puis après de voir, ouais, on sait pas où est-ce qu'on sera dans 18 mois et cetera ou le Ouais, prochain cycle, ouais, on voulait de la diversité de produits, quoi, tu vois. ouais et c'est intéressant, du coup, ce que tu dis, si on peut en savoir plus, sur ce que vous voulez faire justement par rapport à l'art et ces passeports digitaux?
Un petit peu votre constat et quelle est votre idée? Euh, Ou c'est encore en cours, pas forcément? Non, bah, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, quand les gens ils parlent de tokenisation, il y a deux misconceptions. Le premier, c'est qu'ils pensent que ça va les aider à lever de l'argent plus facilement. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, si tu tokenises un actif financier, bah, tu es régi par le code monétaire et financier, et donc du coup, tu as tout un tas d'intermédiaires de par la réglementation qui t'est imposée, qui facilite pas la levée de fonds, ou du moins, tu vas devoir te demander à des gens qui s'en foutent de ce que tu fais. Et, euh, et le deuxième, c'est que, bah, comme je vous disais dans mon retour d'expérience d'EquiSafe, c'est que les gens pensent que la tokenisation en elle-même, c'est la valeur. Mais en fait, c'est dans un contexte, comme je vous disais, juste d'immatérialiser les registres d'actionnaires, ça n'apporte pas de valeur. En fait, les registres, ils sont mis à jour quand il y a une transaction qui est complexe, et donc du coup, si tu ne gères pas la transaction, ça ne sert à rien que tu gères le registre. Euh, et donc c'est la même chose dans les autres pans de la tokenisation. Il ne s'agit pas juste de tokeniser de l'immobilier, tokeniser des actions, tokeniser des obligations, whatever. Il faut gérer tout le processus transactionnel. L'art, il y a un avantage, c'est que, bah, c'est pas régi par le code monétaire et financier, donc tu ne te vois pas imposer tout la suite d'intermédiaires contre force réglementairement parlant. Et il y a un avantage fiscal de 6,5% d'impôt sur la plus-value, là où des actions, c'est 30% sur la plus-value, ce qu'on appelle la flat tax. Et donc, du coup, bah, on se dit, c'est intéressant de tokeniser de l'art, mais il ne faut pas qu'on passe par des actions. Il ne faut pas que ce soit une société qui possède une œuvre d'art. Il faut que ce soit l'œuvre d'art en direct. Et donc, on a trouvé un moyen de créer si tu veux, des passeports digitaux de portions d'œuvres d'art qui ne sont pas des actions et qui te fassent bénéficier de l'avantage fiscal d'un investissement en art. Ok. Donc voilà ce que c'est. Et c'est toujours lié à une œuvre d'art physique. Mais l'idée, globalement, c'est de dire bah, je peux investir dans un Léonard de Vinci à partir de 1 euro. Enfin, c'est backé par un vrai Léonard de Vinci. Ok, donc tu passes pas par un SPV, tu n'utilises pas un SPV, tu vas directement Exactement. sur le. Ok, d'accord. Et quel est l'avantage pour les investisseurs de cette œuvre d'art? Parce que, alors Que j'imagine du qu'il y coup, a moins de ça. il bénéficie de l'avantage fiscal de 6,5%. D'accord. Et sur la partie, on va dire, plus-value, il y a éventuellement la plus-value de l'œuvre, mais il n'y a pas de, on va dire, de redevances, de royalties, de dividendes qui sont générés par cette œuvre. Par contre, ils ont l'avantage, effectivement, de ne pas prendre une plate taxe comme c'est le cas pour de l'equity, enfin, de la tokenisation de part de société. C'est exact. Exactement. OK. Ouais, c'est super intéressant. Donc, si moi, demain, j'ai un Picasso et je veux venir le digitaliser, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déjà faire ensemble? Ouais, ce sera ready dans 2-3 mois, je pense. Ok, bien joué. Mais ouais, Bravo. globalement, c'est ça. Tu as un Picasso, euh, tu veux le vendre. L'avantage dans notre méthode, c'est que tu n'es pas obligé de vendre 100% du truc. Tu peux vendre juste 80% et garder 20%. Ou vendre que 30% et garder 70%. Et du coup, tu nous remets en custody l'œuvre d'art. Nous, on la liste sur notre plateforme, on la sécurise. Et toi, tu as une portion des tokens. Ils sont tradés, etc. Et puis à un moment donné, il peut y avoir un mec qui rachète tous les autres tokens ou on remet en vente l'œuvre d'art et on donne l'argent à tout le monde en fonction du prorata de token qu'il a. Et donc, comme ce n'est pas des véhicules d'investissement ou des sociétés, l'opérateur, donc le mec qui veut vendre son œuvre d'art, il n'est pas régi par le code monétaire et financier, donc c'est plus facile de trouver de la liquidité. Et l'investisseur, il achète une part d'œuvre d'art où il aura 6,5% d'impôt sur la plus-value. Ah, je pense vraiment que c'est le futur aussi des œuvres d'art, hein, de passer par la digitalisation. L'avantage du passeport digital, je l'imagine, c'est que dedans, tu as tout ce qui est certificat, etc. Souvent, les gens qui veulent investir dans l'art, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas si c'est une copie, parce que même des fois, les experts, ils se trompent au niveau des copies, etc. Si vous, dans ce passeport digital, vous avez toute la traçabilité de l'œuvre, limite depuis sa création jusqu'à maintenant, avec
voilà, avec tout ce qui est certificat d'authenticité. La vérité, c'est que, Ça va alors, bien. ouais, en fait, tout ce que tu peux faire, alors, ça dépend. Si si l'artiste, il est encore vivant, évidemment, tu as le certificat original qui est backé par le mec vivant, etc. Si le mec est pas vivant, bah, en fait, tu n'as que des faisceaux d'indices. Alors, bah, déjà, stratégiquement, nous, on va commencer avec des mecs vivants, un peu connus, histoire qu'il n'y ait pas du tout d'embrouille sur la provenance de l'œuvre. Après, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus crescendo, etc. Mais évidemment, on va se baquer. Mais en effet, sur des toiles qui ont 300 ans, tu n'as que des faisceaux d'indices. Tu peux pas être garanti que c'est une vraie toile. Mais bon, tu as plutôt des faisceaux d'indices qui te confortent plus ou moins. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment une des tendances actuelles du Web3. Est-ce qu'il y a d'autres tendances actuelles, donc à part éventuellement la tokenisation, etc. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que tu vois gentiment émerger, qui ne sont pas encore assez populaires dans l'écosystème Web3, toi qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu au fait, qui est vraiment partout sur tous les sujets, et avec Pirates, bah, voilà, tu suis des plus ou moins jeunes, mais des personnes qui ont sûrement des esprits qui vont à 1000 à l'heure et qui ont tout le temps des idées. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois qui pourraient être des futures tendances de l'écosystème Web3? Avec la réglementation 2026, ouais, les passeports digitaux, ça va être une tendance for sure. Les use cases qui mêlent Web3 et IA, il va y en avoir de plus en plus parce que la blockchain peut certifier l'information qui va être moulinée dans des modèles d'IA, etc. Et c'est très complémentaire et il y a plein d'applications dans les biopharmaceutiques pour créer des documents, des médicaments, dans les assurances pour calculer les primes d'assurance, etc. Donc plutôt des use cases B2B. En fait, j'ai envie de dire que maintenant, c'est la place au use case B2B. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de use cases B2C, tu vois, la DeFi, les NFT, le gaming, les jetons de gouvernance. Euh, et j'ai envie de dire que là, on va rentrer dans une phase beaucoup plus B2B, de maturité, tu vois. Ok, ok, effectivement, je pense que l'IA blockchain, moi, j'ai pas encore entendu beaucoup de sociétés qui liaient les deux. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour les futures choses. Toi, actuellement, comme tu es quand même un petit peu un investisseur dans l'écosystème, est-ce qu'il y a quelque chose avec ton expérience d'investisseur dans lequel tu veux absolument aller, ou des choses qui te disent, OK, moi, dans mon expérience, je sais que ça, c'est carré. Alors, tu parlais du Founders, de sa qualité de Founders. Est-ce qu'il y a effectivement sa vision, ce qu'il veut faire, mais est-ce qu'il y a aussi, d'après tes expériences, des choses et des leçons peut-être que tu as tirées, où tu dis là, j'irai plus jamais, ou d'autres, tu dis, bah voilà, ça, à chaque fois que j'y vais, je trouve que ça se passe bien, soit lié à. Ouais, si tu veux. D'ailleurs, je l'ai dit hier. Euh, Tous les gens qui me disent faites-moi confiance, c'est red flag direct, mec. Tellement de gens m'ont dit fais-moi confiance, fais-moi confiance, fais-moi confiance, et je dis ok, vas-y, je te fais confiance, et en fait, Ça plante. je l'ai dans l'os. Ouais, c'est un gros red flag de dire faites-moi confiance. En fait, si t'es serein, t'as pas besoin de dire faites-moi confiance. Et si on en arrive au moment où tu dois dire faites-moi confiance, c'est que c'est un peu déjà la merde. Euh, donc ouais, ça c'est un premier exemple. Les gens qui disent faites-moi confiance, c'est pas bon signe. Ouais, en général, c'est pas là où tu vas en premier. Ok, mais c'est vrai que le faites-moi confiance, c'est des choses qu'on entend assez souvent, nous, avec Lupo, et on parle avec des gens où ils ont une société, ils disent non, mais j'ai tout dans ma tête, faites-moi confiance, je sais que ça va marcher. Ouais, Si ok, t'as tout dans ta mais tête, c'est ça pas veut comme ça dire que en ça 10 marche. minutes, tu peux le mettre sur un papier, quoi. Donc mets-le sur un papier en 10 minutes. Exactement. Oui, mais j'ose pas trop en parler, j'ai peur qu'on me copie l'idée, qu'on me pique. Voilà, je pense que tu l'as eu 1000 fois, Ouais. cette chose-là. Et bon, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Donc, toi, quand tu as fondé Equisafe, vraiment, ton objectif principal, c'était de trouver des synergies vraiment entre le secteur financier et le registre des mouvements de prix des sociétés pour pouvoir Exactement. faciliter tout ça. Au jour d'aujourd'hui, Equisafe, si peut-être tu as des chiffres en tête, c'est combien de sociétés accompagnées? Je crois qu'à un moment, vous aviez dépassé Waouh. les 1 milliard d'actifs sous gestion, quelque chose comme ça. Enfin, ce pas des actifs sous Ouais, gestion. ouais, ouais. J'ai pas les derniers chiffres en tête, mais ça doit accompagner entre 5 et 7 nouveaux clients par mois facilement. Et
Bah, en fait, maintenant, elle est un peu indépendante avec WeSafe, dans le sens où elle gagne de la thune toute seule. Pirate lui envoie des clients de l'écosystème pour structurer le truc. Mais oui, on doit, je sais pas, avoir dépassé les 350 clients. On doit peut-être être à facile 3,5 milliards d'actifs sous administration. Euh, je sais pas, il y a plusieurs millions, dizaines de millions de volumes de transactions sur la plateforme. Ouais. Ah, bravo, bravo, bravo pour une société sur laquelle c'était, on va dire, ta première société du Web3. Ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, après, c'était galère, hein. Comme je vous disais, Ah au bah, début, on est j'imagine. parti sur la tokenisation. Tout le monde nous appelait, mais personne ne comprenait ce qu'on voulait faire. Puis après, il fallait comprendre d'un point de vue produit toutes les nouvelles features. Puis après, il fallait hacker le business model. Puis après, il fallait hacker l'offre commerciale. C'est pas la même chose aussi. Tu vois, parce que tu as un business model où peut-être les gens peuvent dire, ouais, ok, je t'appelle quand j'ai besoin de toi. Et tu as l'offre commerciale où ils disent, ouais, ok, je t'appelle demain, tu vois. Et l'offre commerciale, par exemple, c'est de mettre un produit d'appel. En mode, bah, tiens, ça, tu l'as gratuit, et du coup, le mec, il s'engouffre dans ta solution, et après, tu peux tout lui vendre. Donc, hacker tous ces trucs, c'était dur, et ça vous pousse dans vos retranchements, parce que même toi-même, à un moment donné, tu te dis, putain, mais est-ce que j'y crois, il faut que j'y croie encore ou pas? Et, euh, et en fait, là, tu as aussi de la chance, parce que il n'y a pas de personne qui est résilient à l'infini. En fait, il y a un moment, on a tous envie de breaker. Et, euh, et là, il y a un facteur chance qui fait que est-ce que la solution vient à toi avant que tu aies breaké, quoi. Et pour l'instant, j'ai toujours eu la chance que la solution m'est venue avant que j'ai vraiment eu envie d'abandonner. Mais les entrepreneurs se reconnaîtront et je reconnais, et tout le monde se reconnaîtra dans cette situation. Mais des fois, tu es vraiment poussé dans tes retranchements. Dans tes retranchements, ça veut dire plus personne n'y croit à part toi à moitié. Il n'y a plus de thunes et limite, tu dois sortir de l'argent de ta poche pour que les gens continuent de bosser avec toi. Et tu es dans une situation où il y a une chance que ça marche et toutes les. Enfin, il n'y a aucune. Et 99 chances que ça ne marche pas, quoi. Ouais, ouais, ça, ouais. Tous ceux qui ont, comme tu dis, tous ceux qui ont entrepris et qui ont porté des projets beaucoup plus hauts, enfin, qui ont eu énormément d'ambition et qui se sont mis des objectifs tellement hauts que, enfin, comme tu dis, personne n'y croyait au début. Et même pendant que ça se fait, il y a des gens qui n'y croient pas ou tu es tout le temps là en train de lutter, etc. C'est, ouais, Non. on on connaît ça, ouais, non, non, c'est clair. Ouais, c'est pas la même chose. Après aussi, tu as les problématiques de ta vie privée, vie professionnelle, Ouais, ton équilibre, les gens autour de toi qui comprennent pas. Euh, ouais, Il y a voilà. cette grosse phase, il y a cette grosse phase d'incompréhension euh, dont, dont, dont on peut parler très souvent. Et c'est marrant parce que des fois, on entend, moi j'écoute pas mal de podcasts voilà, de CEO, etc., des gars. J'écoutais j'ai perdu son nom, mais le gars qui a créé Aircall la dernière fois, qui dit voilà, qui a une licorne, Ah ouais. etc. Et tu l'entends maintenant, c'est incroyable, c'est génial, etc. Mais quand il parle des moments dark aussi, il y a plein de monde qui voudrait pas être dans ces moments dark et qui aurait break bien avant. Donc en fait, ça fait partie du jeu, quoi, on va dire. Ça fait partie des règles. Ouais, ça fait partie du jeu. J'en vois après qui regrettent, faut rien regretter. En fait, alors juste là, excuse-moi, je m'étale parce que je partage mon expérience entrepreneuriale, mais je Avec pense que plaisir, c'est important. bien sûr. Tu sais, tu as souvent des gens qui pensent que s'ils entreprennent et que ça marche pas, ils ont perdu, je sais pas, les 2 ans d'année de salaire, d'expérience dans leur ancien boulot où ils auraient pu prétendre à des positions plus importantes, etc. Et donc, tu vois, ça les démoralise. Mais en fait, moi, ce que je leur dis, c'est que non, t'as totalement faux, mec. Parce que là, tes 2 ans que t'as fait en entrepreneur, peut-être ça n'a pas marché, mais t'as rencontré tellement de gens, t'as développé tellement de new skills. Je sais pas, à pitcher des invests, à trouver des invests, à recruter des gens, à manager des teams tout seul, à te lever le matin, à travailler tout seul, etc. Que en fait, si tu retournes dans ta boîte, pour moi, on va te proposer un taf meilleur que le mec qui a fait la track linéaire. Tu vois. Et en tout cas, moi, on m'a proposé des trucs de malades mentaux. Mais juste limite même des salaires auxquels je ne pensais pas que je pouvais prétendre tout court. Tu vois, je savais même pas qu'un partenaire, ça pouvait être payé autant et on me propose un poste de partenaire et je suis là en mode attends, mais j'ai pas fait 20 ans dans ta boîte de conseil, pourquoi tu me proposes un poste de partenaire? Donc,
Et des salaires, enfin, on a fait des jobs en France, aux US, au Middle East, stratosphérique. Et donc, du coup, pour moi, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner à vraiment être dedicated parce que tu apprends tellement de trucs. Tu sais, c'est comme quand on est étudiant et en fait, le moment où on fait vraiment un bond de maturité quand on est étudiant, moi je l'ai vu, ça c'est mon opinion, mais vous me dites, c'est quand on va à l'étranger pendant le semestre à l'étranger. Tu vois, moi, entre guillemets, j'ai fait une école privée catholique, donc j'étais avec plein de gens plutôt catho, modérés certes, mais catho. Moi, j'étais quand même le Bilal El Ami, le fils d'émigrés. Tu vois, j'avais des amis, mais il y avait quand même un peu une distance. Quand tout le monde est revenu de l'étranger, il n'y avait plus de distance. Parce qu'en fait, eux-mêmes étaient étrangers à l'étranger, et tout le monde a fait un bond de maturité qui fait que j'ai plus jamais senti cette distance que je sentais quand même un petit peu quand j'étais au lycée avec eux. Et du coup, c'est un peu la même chose. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu as un bond de maturité tellement plus important que le mec qui a fait la trajectoire linéaire, qui est en fait un peu assis sur ses lauriers et va pas chercher la valeur, tu vois, dont il a besoin à chaque instant, comme un entrepreneur, tu vois, entre guillemets hargneux, pas hargneux, mais genre, tu vois, avec le sang Quand on veut, chaud, quoi. le fait Il va ouais, chercher, ouais, il va chercher avec le couteau entre les dents et ouais, qui va avec la chercher. boule au ventre, quoi. Ouais, ouais, 100%. Et qui se sert de justement tout ce qu'il a vécu avant pour avancer, quoi. Mais ouais, ouais, ultra intéressant. En tout cas, moi, enfin, on partage ça à fond avec Jean. Ça fait pas mal de temps aussi qu'on a été expat, on a vécu dans différents pays, et cetera. Et c'est clair que enfin, moi, j'ai toujours dit que la grande chance que j'ai eue, c'est j'ai pu voyager aussi, même avant avec mes parents, et cetera. Enfin, j'ai pu Mm. voyager. C'est vrai que les voyages, comme tu dis, c'est quand tu vas voir d'autres choses, tu apprends et encore plus quand tu es tout seul et que là, tu dois te débrouiller. Et voilà, c'est ouais, Ouais. là, il y a plus de barrière, plus de barrière là. Tout est open. Quand tu parles, Bilal, juste avant, c'est bien d'écouter les entrepreneurs apporter leur vision d'entrepreneur. Et justement, tu disais qu'à un moment, bah, il y avait un passage où peut-être que toi, tu croyais, ou plus trop de personnes, que c'était difficile. C'est la vie privée, la vie perso, c'est quelque chose qu'on pose souvent comme question. Est-ce que, et si bien sûr tu veux l'aborder le sujet, comment toi tu arrives à gérer avec tout ce que tu fais, tout le temps que tu dois travailler partout, comment tu arrives à gérer, si tu y arrives, la vie perso, la vie pro, comment tu arrives à Ouais, allier les deux? j'adore Est-ce cette que c'est quelque question. chose? J'y ai beaucoup réfléchi. J'y ai beaucoup réfléchi, en fait, parce que j'ai eu beaucoup la question de mes potes, des gens autour, etc. Et qui me disent ouais, c'est pas bien, t'as pas un bon équilibre. Donc, le mot-clé, un peu, c'est équilibre entre ta vie pro et ta vie perso. Et en fait, je sais pas, à chaque fois, on me l'a posé, à chaque fois, je donnais une réponse différente, je savais pas trop quoi répondre. Et puis, un jour, je me suis dit, en fait, pourquoi je devrais chercher de l'équilibre C'est alors des qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est de l'harmonie. En mode, est-ce que le 80-20, il te va ou est-ce qu'il te va pas, en fait? S'il te va, what the fuck, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens me demander d'être 50-50 comme toi si en fait, mon point d'équilibre, il est à 80-20? Tu vois? Donc, en fait, la question, c'est quel ratio tu es en harmonie avec toi-même? Donc, donc, déjà, pour moi, tu vois, le truc était mal tourné. C'était quel ratio tu es en harmonie et pas genre, c'est quoi ton équilibre? Et en fait, je suis en harmonie avec moi-même quand je me pousse, quand j'apprends, quand je rencontre des gens, quand je hack des problèmes, quand je me rends compte d'une nouvelle opportunité business et je me dis, oh putain, ça c'est trop stylé, peut-être qu'on peut faire un truc, je connais telle et telle personne, on peut sortir un truc du bois. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, en fait, tu vois, dans le sens où j'adore ce que je fais. Évidemment, on va pas se mentir, c'est très demandeur d'énergie. Ça demande quelques sacrifices quand même, parce que bon, maintenant j'ai une copine et il faut lui accorder du temps aussi. J'ai beaucoup délaissé ma famille, et du coup, ce serait bien que je passe un peu plus de temps avec mes frères et sœurs, maintenant qu'ils sont plus âgés. Euh, donc bon, tu as des nouvelles contraintes qui émergent, et du coup, tu essayes de jongler avec. Mais en fait, le dénominateur commun, c'est que je fucking kiffe me réveiller le matin, aller hacker des problèmes avec des mecs, faire un jour un truc de finance, un autre truc, un autre
un autre jour un truc d'art, un autre jour un truc de gaming, un autre jour un truc d'assurance, un autre jour un truc de traçabilité dans le vin et les spiritueux, un autre jour essayer de hacker un business model, un autre jour essayer de travailler sur la meilleure stratégie go-to-market d'une boîte, un autre jour essayer de réfléchir à quels sont les investisseurs les plus pertinents. Et en fait, j'adore faire ça. J'adore être dans cette phase de 0 to 1 où bah, on est un peu la boule au ventre à se dire ok, qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il y a de la valeur, comment on peut le tourner, qui on peut mettre là pour s'en occuper, etc. Je kiffe faire ça. Donc en fait, si je le faisais pas, je serais déprimé. Donc ouais, des fois je suis fatigué, je passe mon week-end à dormir, ça me fait du bien. Mais voilà, je kiffe faire ça et pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter de le faire. Et, et ça me va très bien comme ça. Et en fait, encore une fois, c'est trop enrichissant. Putain, la première année de Dogami, je me souviens tous les matins, pas tous les matins, tous les samedis matins, je faisais genre 3-4 entretiens. Donc tu vois, c'est quand même un investissement de. En plus, ta semaine, elle est fucking intense. Le samedi, tu tapes 4 entretiens je sais pas, 9h à 12h30, tu vois, ou de 10h à 13h. Mais en fait, j'ai rencontré des gens tellement stylés, dont certains bossent encore avec moi aujourd'hui, sans qui j'aurais pas pu lancer telle boîte qui nous a apporté trop de valeur avec leur token ou avec leurs produits, et ainsi de suite, tu vois. Et donc, du coup, it's part of the job. Ça fait partie du travail d'être dans cette constante recherche de comment on peut créer de la valeur, que ce soit avec des gens, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec une opportunité business, etc. Je kiffe faire ça. La team de Pirates, elle est aussi dans cet état d'esprit, dans le sens où, tu vois, on a envie de hacker des problèmes. Et du coup, il n'y a personne qui est casse-couille le lundi matin quand on arrive, tu vois. Il y a tout le monde, les gens, ils sont là, ok, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Ok, moi, je suis autonome là pendant les 2 prochaines semaines pour livrer ça dans 2 semaines. Je bosse aussi avec des entrepreneurs. Tout le travail de recruter aussi était là. Je dis souvent, tu vois, les vrais entrepreneurs, je les recrute dans Pirates. Et les mecs bons, je les recrute dans les boîtes en direct. Parce que les vrais entrepreneurs, ils peuvent paralléliser pas mal de trucs, ils peuvent se poser des questions business. Et ils ont cette hargne de vouloir test and learn, pas de vouloir venir choper un salaire. Ah ouais. Ah, mais c'est important. En tout cas, ça m'a fait beaucoup penser à un entrepreneur que j'aime beaucoup, avec Sormosi, qui dit Putain, les gars, juste bosser, c'est ma passion. Il y a des gens qui aiment bien jouer au golf. Moi, j'aime juste bosser, résoudre aussi des problèmes, mettre en place des choses, créer de la valeur. Et dans un monde où tu as l'impression que c'est mal de vouloir juste bosser et kiffer. Et j'ai beaucoup aimé le mot, ouais, ce que tu as dit sur l'harmonie. Ouais, je trouve ça vrai. Il y a des gens qui. Parce qu'en fait, l'équilibre, on pense tous à la balance et ça doit être au même niveau. Alors que, ouais, comme tu dis, l'harmonie, ou bah, peut-être en fait, t'aimes te coucher tard, te lever tôt, avoir des courtes nuits, mais tu te prends un grand expresso dès le matin et t'attaques toute ta journée et tu as le smile, tu as de l'énergie comme jamais. Bah, ça vaut mieux que d'avoir sa petite routine tranquille, regarder ton petit Netflix le soir, arriver au bureau pile poil à l'heure et puis passer 3 heures à boire le café et en étant tout mou, entre guillemets. Je pense que, en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté énergie, quoi. Et qu'est-ce qui te procure de Bah ouais. l'énergie? Et c'est le mouvement, en fait. Je trouve que le dénominateur commun des entrepreneurs, qu'est-ce qui nous crée de l'énergie? C'est du mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, un entrepreneur, il se sent vide, quoi. Ouais, non, Tout mais simplement. clairement, exactement, exactement. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est vraiment ça, hein. En fait, quand on dit travail, on n'est pas, tu sais, c'est comme en physique, il faut toujours se mettre dans un référentiel. Quand toi tu dis travail et quand moi je dis travail, on n'a pas le même référentiel. Comme je te disais, moi, mon travail, c'est bah, tous les jours, je fais un truc différent. Tous les jours, je fais un truc un peu business orienté. Tous les jours, je rencontre des gens qui ont faim et avec qui c'est vif les échanges. C'est ça mon travail. Donc, qui serait pas content de rencontrer des gens smart, de travailler sur des sujets avec des forts potentiels, versus le référentiel d'un employé, bah voilà, il a ses heures, il doit aller au bureau, il doit faire ci, il doit faire ça. C'est un peu monotone. Et du coup, ça, pour moi, c'est pas du travail. C'est pas mon travail.
Donc, oui, en effet, ça m'irait pas si j'étais à sa place, tu vois. Donc, si ça lui va pas, qu'il change quelque chose. Mais après, là où les gens sont, de manière très dommage, très naïfs, c'est que souvent, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Dans le sens où les mecs, ils veulent l'excitation, the thrill of being an entrepreneur, mais d'un autre côté, ils veulent avoir les sécurités des employés. Bah ouais, ok, moi aussi j'ai envie, je comprends que t'es une meuf, t'es un enfant, que t'es ton pré, whatever. Mais Jude, moi aussi, je donne souvent cet exemple. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais j'ai une femme, j'ai des enfants et tout. Et je dis mais mec, tu crois que j'ai pas envie d'avoir de femme et des enfants? Donc arrête de me dire que tu veux t'appliquer un truc parce que t'as quelque chose et moi je devrais pas me l'appliquer parce que je l'ai pas. Bah non, mais je l'ai envie et j'ai aussi envie de me l'appliquer. Donc tu peux pas dire des trucs comme ça, tu vois. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est vrai que c'est souvent qu'il y a des gens qui disent bah, effectivement, oui, j'ai ça, je peux pas, je suis pris. Et souvent, ils sortent des excuses qui, pour toi, en fait, sont des excuses sur lesquelles tu travailles tous les jours, justement, pour éviter que ça soit une excuse. Et toi, justement, tu mets ça en frein pour que ça avance. Qu'est-ce que tu dirais, toi, au Bilal il y a, je sais pas, il y a 5, 6 ans, 7 ans, qui commence à développer EquiSafe? Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer? Est-ce que justement, on parle des gens qui ont un mindset, qui doivent commencer, croire en eux quand c'est difficile ou pas? Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ton Bilal il y a quelques années? Trop bonne question. Laisse-moi réfléchir. En fait, au début, quand tu m'as dit, j'avais envie de dire non, mec, franchement, je prendrais Pas de pas pressé. le risque de rechanger quoi que ce soit parce que, genre, en vrai, tu vois, je suis content de ce qu'on a et de ce qu'on a fait. Et, et j'ai. Et repartir là de aujourd'hui et de continuer, tu vois, ça m'irait bien. Euh, En fait, quand tu me poses cette question-là, il y a un autre truc aussi qui me vient en tête, c'est tous les bons moments. Et en fait, quand je repense à tous les bons moments, je me dis, putain, chaque année, je me demandais comment est-ce que je pouvais faire mieux que l'année précédente. Et à chaque fois, la vie était plus imaginative que moi et me faisait un truc de ouf. Genre, tu vois, quand j'ai fait Anna, je pensais pas la répercussion que ça allait avoir. Toi-même, là, ça fait 3 ou 4 ans, tu me sors l'opération Anna. Tu vois, tout le monde, les dentistes, ils se souviennent de l'opération Anna. C'est un truc de ouf. Euh, Après, l'année suivante, j'ai été invité au World Economic Forum. J'ai pitché devant Trump, devant Merkel. Déjà, quand on m'invite au World Economic Forum, je me dis jamais je vais croiser Trump et Merkel et tu te retrouves à pitcher devant eux. Tu vois, à chaque fois, c'était encore plus cool. L'année suivante, de Gami, quand j'ai commencé Ouais. Dogami, évidemment, on avait envie que ça marche, mais quand tu le vis et que c'est la folie, tu vois, c'est pas la même chose. Et après Pirates, entre guillemets, et voilà, et en fait, et confiance, ouais, continue d'avoir cette naïveté de penser que you're gonna make it, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est important et c'est aussi une vision des entrepreneurs qui se lancent. C'est que quelque part, s'ils pensaient que c'était aussi compliqué quand ils se lançaient, peut-être ils ne l'auraient pas fait. Et donc, du coup, ils se disent, bon, bah, de toute façon, je peux le faire, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Puis au fur et à mesure d'avancer, ils se disaient, OK, bah, il y avait ça, j'avais pas pensé ça, c'était peut-être plus compliqué que prévu. Mais au fur et à mesure où ils sont dedans, ils trouvent des solutions en permanence parce que c'est aussi leur état d'esprit et ce qu'ils aiment faire. Et puis du coup, bah, au bout d'un moment, ils se disent, OK, j'y crois et ça prend. Mais c'est fou parce que tu as lancé plusieurs activités et plusieurs entreprises et elles ont quasiment toutes marché, enfin, en tout cas de celles qu'on parle. Ouais, après, Et je suis pas tout seul, hein. Moi, ma grande force, ça a été de faire les bonnes alliances. Et du coup, sans Adrien Magdelaine et Maximiliane, il n'y aurait pas de Dogami. Sans Fabien, il n'y aurait pas la BBS. Sans Mo, il n'y aurait pas Securde. Sans Julien, il n'y aurait pas Jockeys. Donc, ouais, je suis un peu la face émergée de l'iceberg. Mais j'aurais rien fait de tout ça sans, entre guillemets, les personnes qui m'entourent, mais sans ces rencontres aussi. Et voilà, et souvent, c'est vrai que je fais le porte-flambeau ou je suis reconnu comme le porte-flambeau. Mais
je ne veux pas dire que j'ai pas taffé, au contraire, je me suis donné, mais il y a d'autres gens qui sont tout autant, voire plus donnés, et qui méritent aussi le spotlight. Ouais, mais c'est un vrai skill aussi de bien s'entourer et de créer un environnement propice à la réussite aussi. Parce qu'il y a des gens qui Après, font. voilà, c'est quoi la réussite? On a fait des trucs cool, Oui. on a fait un peu de thunes, qu'on a réinvesti, qu'on s'est amusé, et maintenant on veut aller encore plus vite, tu vois. On est toujours en vie, c'est un grand exploit. Et maintenant on veut aller encore plus loin. Donc ouais, réussite modérée, tu vois. On va rester humble, on a fait des trucs cool. Maintenant il reste tellement plus de trucs cool à faire Ouais. qu'on ne Après, fait que s'échauffer. réussite, comme tu dis, enfin, la réussite, c'est ultra personnel. Mais c'est déjà, atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et peut-être même les dépasser, typiquement, créer des boîtes, qui fonctionnent, qui ont des succès. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, c'est que tu as réussi à faire. Donc, encore une fois, je pense que c'est aussi, ouais, créer un environnement et créer une team, qui fait que, OK, on a cet objectif-là, OK, on va y arriver, quoi. Comme le fait de dire, OK, si j'ai envie je sais pas, aller aux Jeux olympiques dans mon sport, vas-y, je vais m'entraîner avec des gars qui veulent y aller aussi. Je vais pas aller avec des gars qui veulent juste dormir et puis aller au ciné, quoi. Exactement, exactement. Alright. En termes de vision, du coup, ouais, on a parlé de la vision. Toi, est-ce que tu penses déjà, ça c'est une vraie question, est-ce que tu penses que là, on rentre en bull run? Ou sinon, quels seraient les signes pour toi qui pensent que, OK, là, on lance ce bull run entre guillemets et tout le marché Web3 va être secoué? Est-ce qu'on est en bull run? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Déjà, non, je pense pas qu'on soit en bull run. On est peut-être en pré-bull run, mais je pense pas qu'on soit en bull run. D'ailleurs, je pensais que la news de l'ETF et qu'il y ait des ETF qui soient listés et qui commencent à recueillir de l'argent impacterait beaucoup plus le Bitcoin. Au final, pas tant que ça pour l'instant. Donc je pense qu'il faut encore attendre deux choses. Un, le halving, et deux, espérer que cet été, les taux d'intérêt diminuent un petit peu. Et ces trois trucs combinés, le premier apporte plus de confiance dans les marchés. Le deuxième recrée la dynamique économique de Bitcoin qui devrait démultiplier tu vois, l'entrée en bull run et le bull run. Et troisièmement, il faut que les taux d'intérêt baissent un petit peu pour que les investisseurs commencent à avoir de l'appétence dans d'autres actifs financiers. Et à partir de là, ce sera le bull run. Donc, bon, là, il y a beaucoup d'excitation, je le vois bien. Plein de boîtes qui essaient de faire des launchpads, des token sales, des listings, des trucs de dégénérés. Allez-y doucement. Parce que aussi, pareil, après le THCC, on pourrait penser que c'était le début du bull run. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà. Restez dans les starting blocks, mais vous précipitez pas. Moi, je le vois plus à partir de l'été, le bull run, peut-être avant l'été, mai, juin, commencer vraiment. Enfin, en fait, je pense qu'en mai, juin, peut-être on dépassera le all-time high de Bitcoin. Et à partir de là, le bull run va vraiment commencer. Ok. Bon, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille de certaines personnes par hasard. Et il y a sûrement de la valeur dans ce que tu dis. Ouais, j'espère aussi. C'était vraiment super intéressant, Bilal, de t'écouter parler. Est-ce que, pour clôturer gentiment, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos éditeurs, pour nous, voilà, pour les gens qui nous écoutent, Ouais, qui bah souhaitent se mon mot de lancer? la fin, c'est un peu mon credo aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quoi que vous fassiez, il faut vous dire que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Je veux dire, vous n'allez pas perdre votre vie, vous n'allez pas perdre votre job parce que, comme je vous le disais, vous pouvez retrouver un job à tout moment. Donc, en fait, vous n'allez pas perdre du temps parce que vous allez apprendre des nouveaux trucs. Donc, en fait, tu vois, si tu fais un peu de théorie des jeux, il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Ouais, Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est soyez audacieux, guys.
Genre, tenter des trucs bold, audacieux, comment dire, merde, j'oublie mes mots en français. Mais faites quelque chose qui... Prenez des risques, mais sensés pour. C'est ça que tu veux Ouais, expliquer? non, mais évidemment, prenez des risques sensés. Mais prenez des risques, quoi. Faites quelque chose qui... Essayez de trouver quelque chose où vous vous dites, ça vaut le coup. Et peut-être c'est naïf de l'entendre comme ça, mais vraiment, quand vous avez cette boule au ventre, essayez de trouver le truc qui vous donne la boule au ventre. Et encore une fois, je vous jure, c'est pas naïf, parce que quand vous l'aurez, la boule au ventre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais essayez de trouver le truc qui vous file la boule au ventre, où vous devenez obsédé. C'est-à-dire, vous ne faites que d'y penser. C'est vraiment obsessionnel. Et en fait, en vous posant 1 million de fois la question, vous allez voir le truc qui fait la différence. Donc, trouvez un truc qui vous obsède, soyez audacieux, prenez des risques et n'ayez pas peur, vous n'avez rien à perdre et tout est gagné. Ah non, c'est vrai, parce qu'il y a une phrase, et c'est super intéressant ce que tu dis, et je pense que vraiment les gens vont apprécier. Il y a une phrase qui se dit souvent et que les gens entendent souvent, c'est jusqu'où tu serais prêt d'aller, qu'est-ce que tu serais prêt à faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer. Et souvent, bah, c'est ça que les gens ont peur, c'est qu'ils ne veulent pas échouer, ils se mettent des barrières. Non, comme tu l'as dit, bah, les gars, soyez courageux, soyez audacieux, tentez les choses. Bah, vraiment, très, très jolie conclusion, Bilal. Merci pour ça. En Thanks. tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'écouter. Bravo pour tout ce que tu fais. Et je rajoute avant la fin, félicitations pour le projet Jokies aussi, qui est Ah sorti. yes. Allez voir, ça a l'air d'être un projet incroyable. Tu veux le pitcher en 1 minute ou on laisse les Ouais, gens carrément, j'allais dire, Ouais, laisse-moi le pitcher. En avec fait, plaisir. je remets un peu de contexte pour que les gens comprennent bien. Quand tu joues à des jeux de fantasy game, c'est basé sur la donnée réelle. Donc, à l'image du football, comme il y a des matchs que entre le mercredi et le dimanche soir, bah du coup, tu ne peux jouer que entre le mercredi et le dimanche soir. Et donc, en fait, quand tu crées un jeu de fantasy, tu veux te créer de la récurrence, tu veux trouver un sport où il y a de la récurrence de jeu pour que les mecs puissent jouer plusieurs fois. Et pour te donner un exemple, il y a peut-être 350 joueurs de foot en Ligue 1, Ligue 2, versus 1500 jockeys dans l'hippisme. Et il y a peut-être, je sais pas, 150 jours ou 100 jours de match, là où il y a plus de 355 jours de course dans l'hippisme. Donc, tu as à la fois plus de jockeys et à la fois plus de jeux, plus de courses de cheval, qu'il n'y a de joueurs de foot et de matchs de foot. Donc, on adore l'hippisme et surtout la verticale des jockeys, parce qu'un jockey, ça court 3 à 4 chevals par jour. Il y a des jockeys qui courent 1500 fois dans l'année. Il n'y a aucun joueur de foot qui joue 1500 matchs. Et du coup, il y a une récurrence de malade mental avec l'hippisme et les jockeys. Donc ça veut dire que les gens vont pouvoir jouer, aligner des cartes plus souvent et pas attendre entre le dimanche et le mercredi à s'oublier si on compare par rapport au foot. Le deuxième, c'est que l'hippisme, c'est quand même connoté bar tabac, PMU, parieur, tu vois. Ces mecs-là sont quand même des spéculateurs. Et je trouve que ça fit beaucoup avec une partie de l'univers Web3 qui est spéculatif. Et donc, tu vois, la base traditionnelle de l'hippisme, c'est des mecs qui ne sont pas forcément très digitaux, encore, ou à moitié, mais qui sont très spéculateurs. Donc, ça fit aussi super bien. Donc, tu as de la récurrence et tu as les audiences qui fit super bien. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est totalement décalé parce que la plupart des gens, tout le monde vénère les chevaux, pense qu'aux chevaux, retiennent les noms des chevaux. Et en fait, le jockey n'est pas du tout une star. Et du coup, là, on essaye de personnaliser le truc, d'inverser le truc pour que ce soit le jockey qui monte le cheval, mais que ce soit lui qui soit reconnu. Donc vraiment faire reconnaître l'athlète. Et j'aime bien parce que encore une fois, c'est vraiment décalé. Tout le monde s'en fout des jockeys dans l'hippisme. Les gens, ils parlent que des entraîneurs, des écuries, du cheval. Le jockey, personne n'en parle. Du coup, c'est bien décalé. Et donc, on s'est proposé de faire un projet là-dessus. On a eu la chance de rencontrer Tipeee, parce que Tony Parker, il est à fond dans les chevaux. Il a une écurie qui s'appelle Infinity Nine Horses.
des haras, donc c'est là où tu accouples les chevaux. Il a des chevaux de course, il a gagné des prix assez connus avec ses chevaux. Et on a essayé de fédérer des gros acteurs de l'hippisme comme The Turf, FDJ, et des gros membres de l'hippisme comme Laurent Brunto, qui est un peu le Patrick Poivre d'Arvor de la chaîne de télé Equidia. Ça fait 27 ans, 28 ans, je crois, qu'il est présentateur dans cette chaîne-là. Et donc voilà, donc Jokies, pour récapituler le truc très rapidement, c'est un jeu de fantasy sport, donc basé sur des données réelles, où on va aligner des cartes de jockey qu'on peut évidemment aussi collectionner. Et comme je le disais, l'avantage du jockey, c'est de courir quasiment 1000-1500 courses par an, et donc on va pouvoir réutiliser sa carte plusieurs fois. Et qu'il y a des courses du 1er janvier au 31 décembre, non-stop. Et donc on va pouvoir l'utiliser dans plein de compétitions différentes, vu que chaque jour, il y a plein de compétitions. Donc voilà ce que c'est Jokies. Et c'est aussi un jeu qui est solidaire, vu qu'on redistribue une bonne partie des revenus à la filière équine, comme on dit. Donc aux jockeys, aux entraîneurs, aux associations qui prennent soin des chevaux, etc. Donc il y a aussi cet enjeu un peu solidaire, décalé comme c'est les jockeys, et très spéculatif, ou une audience qui est très intéressante à tester. Avec une nouvelle source de revenus pour les jockeys et pour toute la partie hippisme, mais très intelligent, parce qu'effectivement, souvent, on peut se dire qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas assez de revenus. On parle peut-être tout ce qui est autour des jockeys, mais comme tu parlais, c'est très intéressant. Donc, apporter une nouvelle source de revenus, c'est super intelligent. Bravo. Ouais. Bravo, Bilal, pour ce projet. On va mettre aussi les infos de Jokies. Ouais, ce serait trop cool comme c'est sorti hier. Et en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que là, c'est un peu une morale aussi à l'entrepreneuriat. Souvent, les entrepreneurs, tu vois, ils veulent être très indépendantistes. Tu le disais tout à l'heure, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur de se faire voler le truc. Ils ont peur, de se faire voler le truc, ça peut être auprès d'un autre pseudo-entrepreneur ou d'une boîte, etc. En fait, moi, ce que j'aimerais partager, c'est que chaque personne a sa vision du monde, sa roadmap, sa stratégie. C'est pas parce que toi, tu arrives et que tu m'apprends une nouvelle information que ça va chambouler toute ma roadmap. Donc arrêtez de croire que les gens ils vont vous prendre votre idée. D'autant plus que s'ils n'ont pas la boule au ventre, ils vont pas te la prendre plus d'une semaine. Donc nous, au contraire, on est très agressif, je le dis souvent, mais notre agressivité, elle va dans comment on essaye de maximiser les partenariats. Tu vois, et maximiser les partenariats, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire juste essayer d'aller faire des partenariats, c'est faire des deals pour closer ces partenariats. Peut-être tu peux aller voir telle société, elle va te dire non, mais si tu lui dis, en fait, je te donne 3% d'equity, et elle va te dire oui. Donc, il faut trouver la manière intelligente de créer les partenariats qui sont importants, genre Tipeee, genre The Turf, FDJ, dans le cas de genre Laurent Brunto, dans le cas de Jokies. Et ça maximise les chances de réussite de votre projet. Ça ne les minimise pas. Et quand vous partagez la valeur, vous donnez de l'equity ou vous trouvez des deals comme ça, vous alignez les intérêts. On a tous intérêt à ce que ça marche, le truc, vu qu'on est tous incentivés dans le bordel. Donc voilà, moi je suis très agressif comme entrepreneur, dans le sens j'essaie de maximiser les partenariats et les relations que je peux faire pour que le projet ait les bonnes, les bons ingrédients pour faire des chocs à pic. Incroyable. Et on aime tous les chocs à pic. All right, guys. Take care, Bilal. Merci beaucoup. Yes. Non, je vous en prie, merci à vous, c'était super cool, les gars. À très vite. Bravo. Ciao. Yep. Take care.